Il trône en bord de Seine depuis 125 ans. Le musée d'Orsay et son impressionnante verrière d'acier qui pèse 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel. Saviez-vous qu'il a servi de gare, d'hôtel, de restaurant et même de poste? Un bâtiment aux mille et une vies que nous vous proposons de découvrir autrement. Le Trésor vous emmène dans des endroits jusqu'ici tenus secrets du public. Suivez les guides, Quentin Fichet et Bichente Akala. Pierre-Jean est l'un des 15 sapeurs-pompiers de Paris qui surveillent l'édifice jour et nuit. Il nous mène au-dessus de la Grande Galerie. Attention à la tête. Entre les deux pots d'Orsay, deux verrières. Celle du haut protège des intempéries, celle du bas, décorative. Notre-Dame avait sa forêt de chêne. Et moi, j'aime appeler ça notre forêt d'acier. C'est cet enchevêtrement de poutres qui représente à peu près 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel pour une longueur 2 fois plus petite. Mais c'est encore plus haut, sur le toit du musée, qu'une surprise nous attend. Soudain, devant nous, la gare est là, loin des regards, nichée au milieu des murs de pierre. Au début du projet, ça a été très critiqué par les habitants du 7e arrondissement. Un amas, on va dire, métallique au milieu d'hôtels particuliers, c'était plutôt mal vu. Du coup, cette volonté de le cacher par une façade fastueuse côté Seine et de la rendre invisible aux yeux des Parisiens. Une gare invisible où trône Mercure, dieu du voyage. Et des voyageurs, il y en a eu dans ces couloirs. Car de 1900 jusqu'aux années 70, le bâtiment abrite aussi un hôtel. L'escalier d'entrée est maintenant interdit au public. Ces chambres sont devenues des bureaux. La salle des fêtes accueille désormais des enfants. À l'époque, elle a été le théâtre de moments historiques. Hiver 1954, l'abbé Pierre lance son fameux appel contre la misère et la gare d'Orsay fait partie des lieux où la solidarité s'organise. Des tonnes de vêtements, de nourriture, de bois de chauffage sont alors stockées ici avant d'être distribuées. Puis, en 1958, le général de Gaulle organise ici une grande conférence de presse devant 500 journalistes. Il annonce qu'il est prêt à revenir au pouvoir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Quant au restaurant, attenant à l'hôtel, il reste bien cette salle où les visiteurs mangent encore aujourd'hui, mais très peu d'autres choses. Les quelques objets conservés en réserve sont donc précieux. Couvert à poisson, petit pot à lait, je suppose. Là, on est dans un luxe moyen, en quelque sorte. On a des objets qui, par exemple, ne sont pas nécessairement en argent, qui sont plutôt argentés. C'est un peu différent. Il n'empêche qu'on se donne cette image de prestige avec le nom de l'hôtel qui est Hôtel du Palais d'Orsay. Ah, on a des menus? On a des menus. Vous me montrez qu'est-ce qu'on mangeait? En 1921, le 14 octobre, on va manger oxtail soup, barbute du Gléré, sel d'agneau au Palais d'Orsay, faisan et perdreau sur crouton, salade, biscuits glacés Cléopâtre, gaufrettes, dessert, on a la liste des vins. Dans les prochaines semaines sortira un livre pour retracer le destin de la gare d'Orsay, rappeler les visages qui ont donné une âme au lieu. C'est un portier de l'hôtel. Et mettre en lumière les instants étonnants de son histoire. Là, c'est la crue de 1910 qui a inondé tout Paris. On a l'impression de voir la gare en miroir et donc la perspective est complètement troublée parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on voit. La voûte se reflète sur les rails. Le bâtiment est resté vacant de longues années, a même failli être détruit avant de devenir un musée en 1986. Dans certaines salles, vous entendez encore aujourd'hui le son des trains. Car le RER passe toujours en dessous. Alors certains murs sont conçus pour ne pas subir ces constantes vibrations, ces échos du passé.